Imaginez-vous à l'âge de 10 ans. Le monde vous semble infini. Chaque rue est une aventure, chaque magasin une nouvelle découverte. Vous tenez la main de votre ami, vous riez, vous vous mettez au défi de repousser des limites que vous comprenez à peine. Maintenant, imaginez ces mêmes petites mains emmenant un autre enfant. Pas pour jouer, pas pour explorer, mais pour lui faire du mal, pour le tuer. Certains noms sont restés dans l'histoire pour leur grandeur, d'autres pour leurs actes innommables. Et les plus effrayants de tous sont ceux des enfants qui ont franchi cette ligne. Leurs crimes sont gravés dans les murmures, les gros titres et les cauchemars. Et peut-être que l'endroit le plus obsédant pour commencer est Liverpool, en 1993, lorsque deux garçons, âgés d'à peine 10 ans, ont commis un meurtre qui a choqué le monde entier. John Venables et Robert Thompson. Liverpool, 12 février 1993. Le centre commercial New Strand était en effervescence. Des familles faisaient leurs courses, des enfants tiraient leurs parents par le bras. C'était le bruit d'un après-midi ordinaire. Mais parmi la foule se trouvaient deux garçons qui n'avaient rien à faire là. John Venables et Robert Thompson, tous deux âgés de 10 ans. Ils avaient séché l'école ce jour-là. Au lieu d'aller en cours, ils erraient dans les magasins, volant des bonbons et des jouets, testant jusqu'où ils pouvaient pousser leur chance. Mais ils ne cherchaient pas seulement à faire des bêtises. Ils étaient à la chasse. C'est alors que leur regard s'est posé sur un enfant en bas âge. James Bulger, âgé de 2 ans, s'était éloigné de quelques pas seulement de sa mère, près du comptoir d'une boucherie. En quelques secondes, Venables et Thompson ont saisi l'occasion. Ils ont attiré James vers eux, lui tenant la main comme s'ils étaient des grands frères attentionnés. Des témoins se sont souvenus les avoir vus plus tard. Un enfant en bas âge entre deux garçons plus grands, trébuchant. Certains ont demandé si James était perdu, mais les réponses étaient calmes, convaincantes. Ils ont dit qu'ils le ramenèrent chez eux. Et donc, personne ne les a arrêtés. Pendant plus de 3 kilomètres, les garçons ont conduit James à travers Liverpool, dans les rues, devant des magasins, même devant des policiers. Le bambin pleurait, résistait, mais continuait à marcher. À chaque pas, le danger devenait plus difficile à nier. Quelques heures plus tard, le corps de James Bulger a été retrouvé près d'une voie ferrée. Lorsque les enquêteurs ont découvert qui l'avait tué, le monde a été horrifié. 2 enfants, à peine plus âgés que des élèves du primaire, avaient commis un meurtre qui a marqué toute une nation. Leur arrestation et leur procès ont suscité l'indignation, le chagrin et le débat. Devaient-ils être traités comme des enfants qui ne comprenaient pas, ou comme des meurtriers qui savaient exactement ce qu'ils faisaient? Des décennies plus tard, les noms de Venables et Thompson font encore frissonner la Grande-Bretagne, et juste au moment où l'on pense que cela ne peut pas être plus sombre, l'histoire d'un autre enfant prouve que c'est possible. Cayetano Santos Godino, Buenos Aires au début des années 1900. Les rues étaient animées par le bruit, des enfants se poursuivaient dans les ruelles, des calèches cliquetaient sur les pavés, des vendeurs criaient dans les marchés bondés. Mais caché dans cette agitation se trouvait un garçon qui allait bientôt terrifier toute une nation. Il s'appelait Cayetano Santos Godino. Il n'avait que 16 ans lorsque la police l'a finalement arrêté, mais sa violence avait commencé des années plus tôt. Surnommé El Petiso Orejudo, le nain aux grandes oreilles. Godino était petit, frêle et souvent moqué. Pourtant, derrière son apparence fragile se cachaient des pulsions plus sombres que quiconque pouvait imaginer. À l'âge de 7 ans, il attirait déjà des enfants plus jeunes, non pas pour partager des jouets ou des jeux, mais pour les battre et les étrangler. Sa fascination pour la cruauté s'étendait aux animaux. Il torturait et tuait des chats dans les rues, un comportement inquiétant qui laissait présager ce qu'il ferait plus tard aux enfants. Bientôt, il ajouta le feu à ses obsessions, incendiant des maisons, des entrepôts et des hangars simplement pour les regarder brûler. En grandissant, ses agressions s'intensifièrent. Des bébés et des jeunes enfants furent retrouvés battus, étranglés ou laissés pour morts dans des ruelles et des terrains vagues. Lorsque la police l'arrêta enfin en 1912, Godino avoua au moins 4 meurtres et plusieurs tentatives de meurtre. Ce qui horrifia le plus les enquêteurs, ce fut son calme lorsqu'il décrivait ses crimes, parlant de la mort comme s'il s'agissait d'un jeu. Trop jeune pour être condamné à mort, Godino a été déclaré fou et condamné à la prison à vie. Mais même là, ses pulsions violentes n'ont jamais cessé. Il a continué à tuer des animaux, étranglant un jour un chat dans la cour de la prison. Cet acte a tellement enragé ses codétenus qu'ils l'ont attaqué et roué de coups. Jusqu'à la fin de sa vie, il a été craint et méprisé non seulement par la société, mais aussi par ceux qui partageaient sa cellule. Cayetano Santos Godino reste l'un des tueurs les plus tristement célèbres d'Argentine. Son histoire nous rappelle de manière sinistre que la cruauté peut s'enraciner bien avant l'âge adulte et que parfois, le visage d'un enfant ne cache rien d'autre que les ténèbres. Et si les crimes de Godino semblent inimaginables,
Le cas suivant montre comment l'innocence elle-même peut devenir le déguisement le plus mortel. Mary Bell, Newcastle, 1968. La ville était animée par les cris des enfants jouant dans les rues, le genre de bruit estival que tous les parents s'attendent à entendre. Mais derrière les grands yeux d'une petite fille se cachait quelque chose de bien plus sombre. Elle s'appelait Mary Bell. Elle n'avait que 11 ans. L'enfance de Mary a été troublée dès le début. Elle a grandi dans la pauvreté, négligée et exposée à la violence à la maison. Mais ce qui a choqué le monde entier, c'est la façon dont cette violence s'est enracinée en elle. La veille de son 11e anniversaire, Mary a attiré un garçon de 4 ans dans une maison abandonnée. Quelques heures plus tard, l'enfant a été retrouvé mort, étranglé. Au début, personne ne la soupçonna. Après tout, qui aurait pu imaginer qu'une si petite fille puisse commettre un meurtre? Mais 2 mois plus tard seulement, Mary frappa à nouveau. Cette fois, sa victime était un garçon de 3 ans. Une fois de plus, elle l'attira loin de chez lui. Une fois de plus, elle le tua. Lorsque la vérité a finalement éclaté, la presse lui a donné un nom qui résonne encore aujourd'hui dans l'histoire criminelle britannique. L'étrangleuse de Tyneside. L'image d'une écolière qui aurait dû jouer à la poupée au lieu de prendre des vies a horrifié le pays. Au procès, Mary n'a montré que peu d'émotion. Le jury l'a reconnue coupable d'homicide involontaire en raison de sa responsabilité atténuée. Elle a été condamnée à la détention à perpétuité, mais elle a ensuite été libérée à l'âge adulte sous une nouvelle identité. Même des décennies plus tard, le nom de Mary Bell continue de hanter les esprits, rappelant que l'innocence peut parfois être le masque parfait du mal. Mais Mary n'était pas la seule enfant dont les pulsions violentes ont conduit à une tragédie. De l'autre côté de l'océan, un autre garçon allait choquer l'Amérique en transformant sa propre chambre en scène de crime. Joshua Phillips, Jacksonville, Floride, 1998. Un quartier calme, où les enfants font du vélo sur les trottoirs et où les familles laissent leurs portes ouvertes. Mais derrière l'une de ces portes, un crime a été commis qui a choqué l'Amérique. Et au centre de celui-ci se trouvait un garçon de 14 ans, nommé Joshua Phillips. Joshua vivait avec ses parents dans une maison modeste. De la vie générale, c'était un adolescent comme les autres, timide, passionné de jeux vidéo et rarement en difficulté. Mais un après-midi d'octobre, tout a changé. Alors qu'il jouait dehors, il a attiré sa voisine de 8 ans, Maddie Clifton, dans sa maison. Lorsque Maddie n'est pas rentrée chez elle, sa disparition a déclenché une vaste opération de recherche dans la communauté. Pendant des jours, les voisins, la police et des bénévoles ont ratissé la région. Joshua s'est même joint à eux, aidant à rechercher la fillette qu'il savait ne jamais retrouver. Car depuis le début, le corps de Maddie était caché à quelques mètres de là, dans la chambre de Joshua, sous son lit à eau. Lorsque la police a finalement découvert la vérité, le quartier a été dévasté. Un garçon qu'il pensait connaître avait commis un meurtre dans sa propre maison, puis avait dormi pendant des jours au-dessus du corps de sa victime. Lors du procès, Joshua a été jugé comme un adulte et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À ce jour, des questions subsistent. S'agissait-il d'un moment de panique ou de quelque chose de bien plus sombre caché sous son apparence calme? Mais Joshua n'était pas le seul adolescent capable de masquer sa cruauté derrière un visage innocent. Peu après, une autre jeune meurtrière, une fille cette fois-ci, allait prouver que même la curiosité enfantine peut se transformer en quelque chose de terrifiant. Alyssa Bustamante, Missouri, 2009. Dans une petite ville où tout le monde se connaissait, une adolescente de 15 ans nommée Alyssa Bustamante cachait un secret qui allait bouleverser toute sa communauté. En apparence, Alyssa était une adolescente comme les autres. Elle allait à l'école, passait des heures sur Internet et publiait des photos avec ses amis. Mais derrière ce masque de normalité, elle était obsédée par la mort. Ses réseaux sociaux étaient remplis de messages inquiétants. Son journal intime parlait de douleur, de contrôle et de curiosité pour le meurtre. Une entrée particulièrement effrayante posait même la question suivante. Si je tue quelqu'un, saurais-je ce que l'on ressent quand on est Dieu? Le 21 octobre, elle a décidé de le découvrir. Cet après-midi-là, Alyssa a attiré sa voisine de 9 ans, Elizabeth Holten, dans les bois près de chez elle. Cachées au fond de ces arbres, se trouvaient 2 tombes peu profondes qu'Alyssa avait creusées quelques jours plus tôt. Preuve qu'il ne s'agissait pas d'un acte impulsif, mais de quelque chose qu'elle avait soigneusement planifié. Là, elle a commis un crime si froid qu'il semblait inimaginable pour une fille de son âge. Lorsqu'Elizabeth a disparu, la panique s'est emparée de la ville. La police, les voisins et des bénévoles l'ont recherchée pendant des jours, l'appelant par son nom, s'accrochant à l'espoir. Mais Alyssa connaissait déjà la vérité. Et finalement, lors de son interrogatoire, elle a avoué. Non seulement elle avait tué Elizabeth, mais elle avait décrit son acte dans son journal avec un détachement effrayant, écrivant « Je les ai étranglés, égorgés et poignardés. Maintenant,
je dois aller à l'église. LOL. Lors du procès, ces mots ont choqué la salle d'audience. Le rire, le ton désinvolte, le mot incroyable qu'elle a utilisé pour décrire le meurtre ont dissipé tout espoir de remords. Alyssa a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Son affaire a laissé une cicatrice à tous ceux qui l'ont entendue, rappelant que la cruauté ne se présente pas toujours sous le visage auquel on s'attend. Parfois, elle se cache derrière le sourire d'une adolescente. Et si le crime d'Alyssa était effrayant par son caractère calculé, le prochain jeune tueur allait terrifier l'Amérique pour une raison très différente. Sa violence n'était pas planifiée, mais déchaînée dans un accès de rage soudain. Craig Price, Warwick, Rhode Island, fin des années 1980. Une banlieue où les crimes violents étaient rares est soudainement devenue le théâtre des agissements de l'un des plus jeunes et des plus brutaux tueurs de l'histoire américaine, Craig Price. Craig semblait être un adolescent comme les autres. Il faisait du sport, racontait des blagues et vivait dans un quartier tranquille. Mais à seulement 13 ans, il a commis son premier meurtre. Une voisine, poignardée à mort dans sa propre maison. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Au cours des 2 années suivantes, Craig a tué encore et encore. À l'âge de 15 ans, il avait déjà pris la vie de 4 personnes, dont 2 jeunes enfants. La brutalité même de ces crimes a horrifié les enquêteurs. Il ne s'agissait pas seulement de meurtres, mais d'attaques frénétiques, perpétrées avec une violence choquante. Lorsque Craig a été arrêté, son âge a stupéfié le public presque autant que ses crimes. À 15 ans, la loi le traitait comme un mineur, ce qui signifiait qu'il serait probablement libéré avant l'âge de 20 ans. Libre, malgré avoir commis des actes que la plupart des adultes ne pouvaient même pas imaginer. Cette affaire a déclenché un débat national sur la manière dont les jeunes délinquants devaient être punis. Pour beaucoup, Craig Price n'était pas seulement un adolescent en difficulté, c'était un prédateur qui avait commencé sa série de meurtres avant même d'entrer au lycée. Et aussi choquante que fut son histoire, une autre affaire allait bientôt repousser encore plus loin les limites de l'incrédulité. Un enfant si jeune qu'il est devenu le plus jeune tueur en série du monde. Amarjit Sada, Bihar, Inde. 2007. Un village rural où les familles se connaissaient par leur nom, où les enfants couraient librement dans les champs brûlés par le soleil et où les voisins se faisaient confiance. Mais derrière cette confiance se cachait un secret si horrible qu'il a stupéfié le monde entier. Amarjit Sada n'avait que 8 ans lorsqu'il a avoué avoir commis un meurtre. Pas une fois, mais 3 fois. Ses victimes étaient des nourrissons, certains à peine assez grands pour être bercés dans les bras de leur mère. L'un d'eux était son propre cousin. Au début, personne ne le croyait. L'idée qu'un garçon encore à l'école primaire, avec ses petites mains et son sourire d'enfant, puisse tuer des bébés semblait impossible. Mais Amarjit l'a admis calmement, voire fièrement. Des témoins affirment qu'il souriait en expliquant ce qu'il avait fait, sans montrer aucun signe de culpabilité ou de peur. La vérité s'est rapidement répandue dans le village, provoquant indignation, confusion et incrédulité. Les parents ont gardé leurs enfants près d'eux. Des rumeurs ont couru sur un garçon possédé, maudit ou né sans conscience. Pour la police, cependant, un fait était clair. Amarjit avait pris 3 vies avant d'atteindre l'âge de 9 ans. Les autorités l'ont qualifié de plus jeune tueur en série du monde. Pourtant, selon la loi indienne, il était trop jeune pour être emprisonné ou jugé. Il a donc été envoyé dans un foyer pour enfants où des questions subsistaient. Pouvait-il être réformé ou la violence ne ferait-elle que revenir avec l'âge? Cette affaire a laissé une image aussi obsédante qu'inoubliable. Celle d'un garçon de 8 ans qui tuait sans remords, souriant en racontant ses crimes. Elle a contraint le monde à se poser une question effrayante. À quel âge le mal peut-il s'emparer de l'âme humaine? Et Amarjit n'était pas le premier enfant dont les pulsions violentes se manifestaient à un âge incroyablement jeune. Plus d'1 siècle auparavant, un autre garçon avait acquis une réputation si terrifiante que l'histoire se souviendrait de lui comme du garçon démoniaque. Jesse Pomeroy, Boston, année 1870. Dans les rues animées d'une ville américaine en pleine expansion, les enfants jouaient librement. Leurs parents, ignorant qu'un garçon parmi eux allait bientôt se forger une réputation comme l'un des jeunes tueurs les plus redoutés de l'histoire. Il s'appelait Jesse Pomeroy. Il n'avait que 12 ans lorsque la violence a commencé. Jesse se démarquait. Son apparence était inquiétante, un œil voilé, un regard froid. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était les actes qu'il commettait contre d'autres enfants. Il attirait les garçons plus jeunes dans des endroits isolés, où il les battait, les coupait et les torturait. Plusieurs victimes ont survécu, mais la communauté a été bouleversée par sa cruauté. Il n'a pas fallu longtemps pour que ses crimes s'aggravent. À seulement 14 ans, Jesse a assassiné une fillette de 10 ans. Quelques semaines plus tard, un garçon de 4 ans a été retrouvé mort, et les soupçons se sont rapidement portés sur Jesse. Les preuves étaient indéniables. Lorsqu'il a été arrêté,
il n'a montré que peu de remords, et son jeune âge n'a fait qu'accentuer l'horreur. La presse l'a qualifié de garçon démoniaque, un enfant dont les actes ressemblaient davantage à ceux d'un adulte sadique qu'à ceux d'un adolescent. Jesse Pomeroy a été condamné à la prison à vie, où il est resté jusqu'à sa mort. Plusieurs décennies plus tard, son histoire a hanté Boston, rappelant de manière sinistre que la cruauté peut se manifester très tôt. Et aussi terrifiant que fussent les crimes de Jesse, la fin des années 1990 allait voir un autre cas choquant. Deux garçons dont la folie meurtrière allait changer à jamais la façon dont l'Amérique percevait la sécurité dans les écoles. Mitchell Johnson et Andrew Golden, Jonesboro, Arkansas. 24 mars 1998. Une journée d'école tranquille qui aurait dû se terminer comme toutes les autres s'est transformée en l'une des fusillades scolaires les plus meurtrières de l'histoire américaine, et les tueurs étaient des enfants. Mitchell Johnson n'avait que 13 ans. Andrew Golden, seulement 11. Ensemble, ils ont planifié une attaque qui allait plonger leur petite ville dans le choc. Cet après-midi-là, Andrew a déclenché l'alarme incendie, poussant des centaines d'élèves et d'enseignants à se précipiter dehors. Mitchell les attendait à la lisière de la cour de récréation, armés et prêts à passer à l'action. Depuis leur cachette, les garçons ont ouvert le feu. À la fin, 5 personnes étaient mortes, 4 camarades de classe et un enseignant, et beaucoup d'autres étaient blessés. L'âge des tireurs a stupéfié le monde entier. Comment des enfants qui n'étaient même pas encore au lycée avaient-ils pu planifier et commettre un acte aussi violent? Les réactions ont été marquées par l'indignation. En raison de leur âge, Mitchell et Andrew n'ont pas pu être jugés comme des adultes. Tous deux ont été libérés avant l'âge de 20 ans, ce qui a provoqué la colère des survivants et des familles, qui savaient que les meurtriers de leurs proches étaient libres. Cette attaque a changé à jamais la façon dont l'Amérique percevait la sécurité dans les écoles. Elle a montré, de la manière la plus tragique qui soit, que la menace de la violence ne se limitait pas aux adultes. Quelques années plus tôt, une autre communauté avait été secouée par un autre choc. Un garçon roux avait attiré un enfant dans les bois, qui n'était jamais rentré vivant à la maison. Eric Smith, comté de Steuben, New York. Août 1993. Une journée d'été dans une ville tranquille, où les enfants faisaient du vélo et où les parents se sentaient en sécurité en les laissant vagabonder. Mais cette sécurité a été brisée par un garçon aux cheveux roux flamboyants et aux secrets troublants. Il s'appelait Eric Smith. Il n'avait que 13 ans. Ce matin-là, Derrick Roby, 4 ans, marchait sur une courte distance pour se rendre à un programme d'été dans un parc local. En chemin, il croisa Eric. Souriant, l'adolescent attira le petit garçon hors du trottoir et dans les bois. Ce qui s'est passé ensuite a horrifié la communauté. Eric a attaqué Derrick avec une violence brutale, laissant son petit corps dans la clairière. Lorsque la nouvelle a été annoncée, les voisins ont été stupéfaits. Personne ne pouvait croire que le garçon poli et timide qu'il voyait faire du vélo dans la ville était capable d'une telle violence. Quelques jours plus tard, Eric a avoué, sa description calme du crime glaçant les enquêteurs. Au procès, son jeune visage est devenu le symbole de l'innocence perdue. Le jury l'a reconnu coupable de meurtre au 2e degré et il a été condamné à une peine de prison, où il passera plusieurs décennies avant d'être finalement libéré en 2022. L'affaire Eric Smith a laissé derrière elle une question obsédante. Qu'est-ce qui a pu pousser un adolescent de 13 ans à tuer un enfant 2 fois plus jeune que lui? Et aussi troublante que fut son histoire, la suivante s'avéra tout aussi choquante, car cette fois-ci, le meurtrier n'était pas un adolescent, mais un garçon à peine en âge de jouer dans une ligue junior. Lionel Tate, Floride, 1999. Une maison de banlieue, une baby-sitter et une soirée qui aurait dû se dérouler sans incident. Mais au lieu de cela, elle s'est terminée en tragédie et a placé un garçon de 12 ans au centre de l'une des affaires de meurtre d'enfants les plus controversées des États-Unis. Il s'appelait Lionel Tate. Lionel était chargé de surveiller Tiffany Eunick, une amie de la famille âgée de 6 ans. À un moment donné pendant la soirée, il a commencé à imiter des mouvements de lutte professionnels qu'il avait vus à la télévision. Ce qui avait commencé comme un jeu a rapidement dégénéré en quelque chose de beaucoup plus violent. Quelques heures plus tard, Tiffany était morte. Ses blessures étaient si graves que les enquêteurs avaient du mal à croire qu'elles aient pu être accidentelles. Crâne fracturé, côte cassée et lésions internes importantes. À seulement 12 ans, Lionel Tate a été accusé de meurtre au 1er degré. Son affaire a fait la une des journaux dans le monde entier. Un garçon aussi jeune pouvait-il vraiment comprendre la différence entre le jeu et la violence meurtrière? En 2001, il est devenu le plus jeune Américain jamais condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Des années plus tard, après des appels et un tollé général, sa peine a été réduite, mais le débat suscité par son affaire n'a jamais cessé. L'histoire de Lionel Tate reste l'un des exemples les plus troublants de la frontière floue entre innocence et brutalité. Peu après, un autre garçon allait aller encore plus loin, non pas par jeu ou par accident.
mais avec une intention froide et délibérée. Graham Young, Angleterre, année 1960. Un adolescent discret avec une fascination qui semblait inhabituelle mais inoffensive au premier abord. La chimie. Graham Young passait des heures plongé dans des livres sur les produits chimiques, collectionnant des bouteilles et mélangeant des composés dans sa chambre. Mais sa curiosité ne s'est pas limitée aux expériences. Elle s'est transformée en une obsession pour les poisons. À 14 ans, Graham a commencé à tester ses connaissances. Au début, c'était sur de petits animaux qu'il observait souffrir. Puis il s'est tourné vers sa propre famille. Sa belle-mère, son père et même sa sœur ont commencé à tomber mystérieusement malades. Il se plaignait de douleurs aiguës à l'estomac, de vertiges et d'une faiblesse paralysante, symptômes que Graham notait soigneusement dans des carnets, tel un scientifique observant une étude. Pour lui, ils étaient des cobayes. La vérité n'a été révélée qu'après la mort de sa belle-mère. Les enquêteurs ont découvert les journaux détaillés de Graham sur les poisons, remplis de notes sur les doses, les effets et le moment où ils avaient été administrés. À seulement 14 ans, il a été arrêté et envoyé dans un hôpital psychiatrique. Mais ce n'était pas la fin de son histoire. Des années plus tard, Graham a été réintégré dans la société. Il a trouvé un emploi dans une entreprise de fourniture photographique et bientôt ses collègues ont commencé à tomber malades. Le même schéma s'est répété. Maux de tête, crampes, vomissements. Cette fois-ci, les soupçons se sont rapidement portés sur lui. Plusieurs employés sont morts et lorsque la police a fouillé ses affaires, elle a de nouveau trouvé des notes méticuleuses. L'adolescent, autrefois surnommé l'empoisonneur à la tasse de thé, était devenu un tueur calculateur qui utilisait la chimie comme arme. Graham Young est devenu tristement célèbre comme l'un des exemples les plus effrayants en Grande-Bretagne d'un intellect détourné vers la cruauté. Son cas nous rappelle que tous les tueurs n'ont pas besoin de couteaux ou d'armes à feu. Parfois, le savoir lui-même peut être l'arme la plus meurtrière qui soit. Et tandis que Graham s'appuyait sur sa patience et le poison, l'attaque du jeune tueur suivant allait être soudaine, frénétique et terrifiante, lorsqu'un garçon de Floride s'en est pris à son meilleur ami. Michael Hernandez, Miami, Floride, 2004. Un collège comme les autres, rempli de bavardages, de sacs à dos et du bruit des baskets dans les couloirs bondés. Mais dans une salle de classe, un garçon de 14 ans nommé Michael Hernandez nourrissait un plan secret mortel. Michael n'était pas le genre de garçon que l'on soupçonnerait. Il était calme, intelligent et réservé. Mais derrière son apparence tranquille, il avait rédigé une liste des personnes qu'il comptait tuer. Parmi elles se trouvait son meilleur ami, Jaime Goog. Un matin, avant les cours, Michael a attiré Jaime dans les toilettes de l'école. Là, il a commis un acte brutal qui a bouleversé toute l'école. Chose choquante, il s'était préparé pour cela. Il avait apporté des gants, un couteau et même des vêtements de rechange. Ce n'était pas un accident, c'était prémédité. Lorsqu'il a été arrêté, Michael n'a montré que peu de remords. En fait, les enquêteurs ont découvert qu'il était fasciné par les tueurs en série et qu'il rêvait de devenir lui-même l'un d'entre eux. Lors du procès, les preuves étaient accablantes. Michael Hernandez a été condamné à la prison à vie, où il est resté jusqu'à sa mort en 2021. Son histoire a laissé un message troublant. Parfois, la personne la plus dangereuse est celle à laquelle on s'attend le moins, le garçon discret au fond de la classe. Et si le crime de Michael était né d'une obsession, la folie meurtrière du jeune tueur suivant était motivée par la rage, une explosion de violence lors d'une fusillade dans une école qui choque encore aujourd'hui. Barry Loukaitis, État de Washington, 1996. C'était un après-midi ordinaire au collège Frontier, jusqu'à ce qu'un garçon de 14 ans nommé Barry Loukaitis entre dans sa classe d'algèbre armé d'un fusil, de pistolet et d'une rage déchaînée. Barry était un adolescent perturbé, isolé, fasciné par la littérature noire et les fantasmes violents. Il se sentait étranger au monde qui l'entourait. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il passe à l'acte. Le 2 février, pendant le cours, Barry a ouvert le feu. La salle a été plongée dans le chaos. En quelques instants, il a tué 2 camarades de classe et leur professeur, et blessé un autre élève. Les enfants terrifiés se sont précipités pour se mettre à l'abri. La salle de classe s'est transformée en cauchemar. Lorsque les coups de feu ont cessé, Barry a été maîtrisé et placé en détention. Lors du procès, la froideur de son attaque a stupéfié le public. Il n'a montré que peu de remords, et la question est restée en suspens. S'agissait-il de l'explosion d'un adolescent perturbé ou de la cruauté calculée de quelqu'un qui avait décidé d'embrasser le mal? Il a été condamné à la prison à vie, où il se trouve toujours. Son crime est devenu l'un des premiers exemples de fusillade dans une école perpétrée par un jeune adolescent, un sombre avertissement des tragédies qui allaient suivre dans les années à venir. Si la tuerie de Barry était horrible, le cas suivant allait être encore plus troublant,
car contrairement à la plupart des tueurs, celui-ci ne s'est pas arrêté à une seule victime. Il a continué à tuer, encore et encore. Harvey Miguel Robinson, Allentown, Pennsylvanie, 1993. Une ville industrielle tranquille qui ne s'attendait pas à abriter l'un des plus jeunes tueurs en série d'Amérique. Il s'appelait Harvey Miguel Robinson et n'avait que 18 ans lorsque son règne de terreur a commencé. Harvey avait grandi dans la violence. Son père était violent, sa vie familiale fracturée, et dès son plus jeune âge, il développa une fascination inquiétante pour la domination et le contrôle. Mais alors que de nombreux jeunes en difficulté se comportaient de manière destructive à petite échelle, la noirceur de Harvey allait beaucoup plus loin. Il voulait avoir le pouvoir sur la vie et la mort. Cette année-là, sa communauté est devenue son terrain de chasse. Il traquait les femmes, s'introduisant chez elles sous le couvert de la nuit. Ses attaques étaient brutales, empreintes de rage, de cruauté et d'un manque d'empathie effrayant. Dans un cas, il a assassiné une jeune fille de 15 ans. Dans un autre, il a étranglé une femme de 47 ans dans sa propre maison. Ses victimes étaient d'âge varié, mais son intention restait la même, une violence sans pitié. Ces meurtres ont choqué Allentown. La police était désemparée, cherchant désespérément à comprendre qui pouvait commettre de telles atrocités. Mais Harvey n'en avait pas fini. Il a attaqué à nouveau et cette fois, une victime a survécu. Une femme qui a réussi à s'échapper et à l'identifier. Ce témoignage a permis de résoudre l'affaire. Peu après, Harvey a été arrêté. Au tribunal, sa jeunesse n'a fait qu'aggraver l'horreur. Comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait-il commettre des crimes aussi calculés, aussi impitoyables? La cour a entendu les détails de ses harcèlements, de ses agressions, de ses meurtres et du plaisir qu'il semblait y prendre. Harvey Miguel Robinson a été reconnu coupable et condamné à mort. Son affaire reste tristement célèbre, non seulement pour la brutalité de ses crimes, mais aussi parce qu'il figure parmi les plus jeunes tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Cela nous rappelle que parfois, le mal n'attend pas d'être vieux pour se manifester. L'enfance est censée être synonyme de sécurité, de rire, d'innocence. Pourtant, ces histoires viennent briser cette croyance. Elles nous montrent que la cruauté peut s'enraciner bien avant l'âge adulte et que parfois, les monstres les plus terrifiants sont ceux qui sont encore assis dans les salles de classe et rentrent chez eux à vélo. Le mal n'attend pas, et dans ces cas rares mais inoubliables, il a commencé alors que la vie venait à peine de commencer.